Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Écoute, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast L'Inconnu. Je suis ravi à double titre déjà. Un, de pouvoir faire ta connaissance. Deuxièmement, tu clôtures l'année 2025 avec le dernier épisode de l'année, juste avant la trêve des confiseurs. Donc double joie pour moi de te voir aujourd'hui. Merci. Il y a un terme que j'emploierai souvent, c'est le terme d'alignement. Je suis dans une période d'alignement et c'est drôle que je sois cette bascule du dernier épisode de l'année parce que, comme je te l'ai dit en off avant qu'on se pose pour commencer, je suis moi-même aujourd'hui sur une bascule du dernier jour du reste de ma première vie et très certainement donc du premier jour du reste de ma seconde vie. Ça s'y prête parfaitement bien. Je parle d'alignement parce que cet appel là que tu m'as fait pour l'émission, tu aurais pu me le faire l'année dernière, l'année prochaine. Tu me l'as fait pile poil au moment où je suis réceptif. Donc vraiment, merci pour ça. Merci à toi. J'ai une question. Comment tu vas ? Je vais très très bien. C'est pas la méthode Coué. En fait, je suis le genre de personne où quand je prends une décision, ma tête elle est déjà à l'objectif. Il y a des gens qui vont parfois se bloquer un petit peu dans la vie parce qu'ils vont être bloqués par le comment. Comment y arriver ? Et tant qu'ils n'ont pas établi de façon assez progressive ce comment, ils ont du mal à aller à l'objectif. Et parfois, ils n'y vont pas parce qu'ils sont bloqués par leur peur et le comment. Moi, en fait, quand je prends une décision, ma tête, elle est déjà partie et je me dis que le corps suivra. Et en fait, le comment, avec moi, il s'organise dans le mouvement, on va dire. Okay. Donc je vais très bien parce que j'ai pris ma décision et aujourd'hui, je me sens parfaitement là où je dois être. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Nous sommes dans un lieu qui pourrait être la maison, parce que le nom de cet endroit où tu te trouves, son diminutif peut vouloir dire la maison. Donc en fait, on est dans le lieu dans lequel j'exerce ma profession, en tout cas ici depuis quasiment 21 ans. Un lieu que j'aime, un lieu qui m'enveloppe, un lieu dans lequel j'ai passé bien plus d'heures que ce qu'on pourrait passer souvent avec sa propre famille. Donc ouais, c'est un lieu. J'ai hésité, tu vois, à faire ce podcast ou à la maison ou ici. Et puis c'est vrai qu'on l'a décalé, ça aurait dû être la semaine dernière. Finalement, cette semaine, ça m'arrangeait plus et de le faire ici. Donc au final, on est là où on doit être pour cette émission. Ok, dans ce lieu énigmatique, on connaîtra peut-être à la fin. On va partir au hasard de la discussion. Je te laisse soit tirer un dé au hasard, soit le choisir. Vert, ça me parle. Ça te parle ? Ouais, Parfait. très très bien. On y va. 6. Réussir sa vie. Ouais. Que signifie réussir sa vie pour toi ? Je pense que réussir sa vie, c'est un peu une injonction de notre... Déjà, c'est vrai que c'est un peu une injonction de notre société, quoi. C'est quoi réussir sa vie ? Déjà, tout petit, les gens, moi j'entends autour de moi, la pression qu'on met aux enfants, tu vas réussir ta vie, tu vas rater ta vie. Réussir sa vie, c'est rester aligné et pas créer de distorsion. J'ai deux garçons qui ont 10 ans d'écart. Ils ont chacun donc respectivement 24 et 14. Si on se place sur le prisme stricto sensu professionnel, oui, je l'ai bien réussi. Mais le message que j'ai toujours fait passer à mes fils, c'est ne vous mettez pas de pression avec ça, même si, j'y reviendrai, je leur mets une certaine pression pour les études, mais réussir votre vie, c'est levez-vous le matin et soyez heureux. Après, le monde de oui-oui, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle et globalement... faut travailler. Une société qui nous fait croire parfois et qui leur fait croire, ce que je vois avec celui qui a 14 ans, parfois les attentes de l'école, on ne se compare pas, il faut surtout pas être trop brillant, en tout cas, il ne faut pas que la brillance n'éblouisse trop les autres. Tu remarques ça sur celui de 14 ans ? Oui. Ouais. Et est-ce que tu as une différence entre celui de 24 et celui de 14 ? C'est intéressant parce qu'il y a 10 ans d'écart. Dans leur comportement à eux ou sur la façon dont ils ont... Oui, je trouve qu'en 10 ans d'écart, pour avoir deux fils qui... Donc lui, il est scolarisé, il est en 3e, le second, et le premier, il fait des études de commerce. Oui, il y a une façon un petit peu différente de la société quant à réussir sa vie, mais il y a aussi mon impact. Le premier me fait souvent remarquer que je suis plus flow avec le second, pour reprendre une expression de Jones, je suis flow parce que, en fait, déjà, heureusement, j'ai 10 ans d'écart et les 10 ans qui les séparent, j'ai, à titre personnel, une grosse progression, en tout cas dans mon introspection. Donc, du coup, mes attentes ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai que le premier, je lui ai plus mis la pression, mais au final, quand même, il faut se donner les moyens. Réussir sa vie, c'est se donner les moyens aussi, donc j'ai dit rester aligné et c'est se donner les moyens de toujours choisir, jamais subir. Parce qu'en fait,
quand on subit, on ne peut pas dire qu'on oriente sa vie comme on veut. Donc je crois que, tu vois, on est éduqué, il y a le prisme de notre éducation, il y a le prisme des injonctions de la société. Pour ceux qui sont religieux, il y a le prisme de la religion avec la morale religieuse qui pour moi est un poids énorme. Et on arrive à un moment de sa vie où soit on est que l'éducation et la société a fait de nous, et si c'est aligné avec ce qu'on ressent, ok, c'est bien, mais on peut aussi être à un moment de sa vie où il y a la façon dont on nous a formatés et il y a ce qu'on ressent au fond de soi-même. D'ailleurs, bon, tu m'as parlé de synchronicité tout à l'heure. La synchronicité, le concept, c'est Carl Jung. Carl Jung est celui qui a le mieux décrit le processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est le juste alignement, on peut rentrer en psychologie, mais entre le moi et le soi. Et au final, savoir aligner qui nous anime vraiment, intuitivement, le cœur, et savoir aligner nos actes. Et je pense qu'on a réussi sa vie si nos actes et notre cœur sont parfaitement alignés. Et ça, c'est un principe qu'on peut translater à la famille, à ses enfants, à sa profession, à sa vie sentimentale. Juste une petite anecdote, j'ai donc 54 ans là, dans 3 mois, et donc j'ai fêté mes 50 ans, qui pour moi était une étape, c'était difficile de le passer, tu vois, 50 ans. Donc on était fait surprise, une 70 chez moi à peu près, et donc à un moment donné, je prends la parole parce qu'on me demande de prendre la parole, et donc quelqu'un me demande, et si tu devais changer quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? Et j'ai répondu, mais en toute sincérité, spontanément et du tac au tac, rien. Parce qu'en fait, et je pense que c'est ça aujourd'hui, j'ai fait des erreurs, j'ai des parts d'ombre, j'ai ma lumière, mais justement, je ne changerai rien. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui a fait que je suis arrivé aujourd'hui et aligné. J'ai réaxé ma vie à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que j'ai cassé beaucoup de choses. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'individuation. J'ai aligné ce que je ressentais et la façon dont je voulais l'exprimer, parce que j'ai eu un gros formatage familial et la religion, je trouve, m'avait alourdi. Je me suis débarrassé de tout ça et là, je me suis aligné. Et c'est vrai qu'à 50 ans, je peux dire, ouais, j'ai réussi ma vie parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, je ne changerai rien. Et même dans mes erreurs, parce qu'en fait, mes erreurs ont fait ce que je fais aujourd'hui, en fait, au final. Et donc, du coup, c'est au passage des 30 ans. Ouais, à 30 ans. Parce que moi, j'ai fait des études longues. Le métier que je fais demande de longues études. Et au final, on a un petit peu la tête sous l'eau. Donc, tu vois, tu sors, tu as ton bac, tu as tes longues études. Et puis, à un moment donné, tu sors un peu plus tard que les autres la tête du sac. Et là, quand tu sors la tête du sac, tu vois, tu commences un peu à réfléchir. Parce que quand tu nages un crawl et que tu as la tête sous l'eau, tu as du mal à voir ce qui t'entoure, voir le bateau qui est en train d'arriver sur toi. Mais quand tu commences à sortir un petit peu la tête de l'eau et que tu prends de la hauteur, on appellerait ça dézoomer dans sa vie, et c'est toujours important de dézoomer, là, tu te dis, ouais. Et ça, est-ce que ça correspond? Alors après, il faut avoir aussi le courage et l'audace de le faire, parce qu'il y a des gens qui vont vivre en permanence dans la distorsion, parce qu'en fait, ils n'auront pas la force, le courage, ou parfois juste ils ne réaliseront pas qu'ils ont besoin de réaligner les choses. Et ils subiront leur vie, même s'ils ont l'impression de contrôler les choses, parce qu'ils ont une belle voiture, un jean à la mode, et une belle maison. Et je pense que réussir sa vie, c'est du domaine de l'intelligible. C'est arriver à rester aligné. On part sur une deuxième thématique. Tiens, je te redonne le dé. Il faut m'arrêter, parce qu'après, quand je suis parti, parfait, c'est bien, vas-y. 1 et 6, les deux extrêmes. 1 et 6, l'amour. L'amour. C'est pareil, alors réussir sa vie et l'amour, c'est vraiment sont des vastes sujets. Je t'ai dit en off, en début d'entretien, que je m'intéressais beaucoup à la philosophie. Ce qui est dommage, c'est qu'en aparté, la philosophie, c'est quelque chose qui est... Et on ne peut pas comprendre la vie sans connaissance. Mais bon, je ne parle pas des connaissances basiques qu'on nous apprend à l'école. Sans l'intégration de concepts, et la philosophie nous donne ces concepts-là. Et c'est vrai que c'est dommage parce que au lycée, qu'est-ce que ça nous fait chier, la philosophie? Moi, je viens en plus d'une section scientifique. La philo, c'était très peu. Mais c'est intéressant. Je dis ça parce qu'en fait, sur le plan philosophique, tu me parles de l'amour. La philosophie a fait couler beaucoup d'encre sur l'amour. Et alors, j'ai une petite idée sur ça parce que c'est un domaine qui m'intéresse et sur lequel j'ai posé mon esprit un petit peu. Quand tu t'amuses à regarder, si tu tapes sur Google amour, philosophie, on peut en écrire 3, 4, 5, 6, 7 en fonction des différentes. Mais enfin, globalement, les trois principaux amours qu'on peut décrire, il y a l'amour Eros, c'est un amour intense, qui peut être passionnel, physique, sexuel, sensuel, tout ce que tu veux. Il y a Philae, qui est l'amour amical, et l'agapé, qui est une espèce d'amour absolu. Mais moi, je dirais que concernant l'amour, parce qu'en fait, il y a quelque temps, je me suis posé, je t'ai dit que j'aimais bien écrire, en tout cas des pensées philosophiques, entre guillemets, sans être pompeux, mais en tout cas réfléchir sur les choses. Et
Ça fait des années en fait que j'écris. C'est des fragments de puzzle qui sont un peu partout et justement dans le temps libre que je vais avoir d'ici peu, je vais essayer de recoller un peu, reconstruire ces fragments. Donc j'ai écrit sur ça parce qu'à certaines périodes de ma vie, ce sont des choses qui sont remontées également, tout ce qui peut avoir attrait à l'amour. Bref, et je pense que le véritable amour avec un grand A, et c'est là où les gens confondent parfois, il est non conditionné. C'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire le jour où mon premier fils est né, et puis le second, c'est quoi? C'est en toi, c'est intuitif, tu les aimes. Tu réfléchis même pas à quoi ça peut correspondre. Tu n'attends rien, c'est pas conditionné par quoi que ce soit, il n'y a pas d'attente, c'est juste là. Tu l'acceptes, tu ne fais pas que l'accepter, tu le prends d'ailleurs comme un cadeau. Et quoi qu'il arrive de toute façon dans la vie, ça de genre d'ailleurs pour moi ça a été quelque chose de... Je me suis toujours dit, je suis plutôt libre, j'aime cette sensation de rester libre, même si on pourrait discuter 2 heures sur la notion de liberté et de déterminisme. Mais globalement, quand mon premier fils Maxime est arrivé, je me suis dit, là, en fait, en un claquement de doigts, c'est fini, tu peux pas faire demi-tour. Il est là et c'est pour toujours. J'ai toujours aimé me donner cette pseudo-sensation de liberté qui me dit, quoi qu'il arrive, je me suis marié, j'ai fait mes études, je suis parti sur une voie professionnelle, mais en un claquement de doigts, je me rassurer de me dire, si je décide, je peux faire marche arrière. Là, en fait, il est arrivé... Et par contre, c'est pas un point quand je dis il est arrivé et je dois m'en occuper. C'est juste cet amour inconditionnel que j'irai au bout du bout pour lui, quoi. Enfin, pour eux, du coup, parce que le second Morgan est arrivé 10 ans après et c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a aucune attente, aucune réciprocité envers cet amour-là. Et si demain, pour une raison ou pour une autre, ça n'arrivera jamais, mais j'avais un problème avec un des garçons, quoi qu'il arrive, je les aimerai toujours. Mais cet amour inconditionnel, c'est vrai que j'en parle comme ça parce que les gens peuvent plus facilement le comprendre. On peut aussi le retrouver dans l'amitié. Moi, j'ai des amis d'enfance. Je pense notamment à deux amis d'enfance tout particulièrement. Et puis, j'ai un autre ami de qui je suis très, très proche. Deux autres amis de qui je suis très, très proche. Parce que les amis... Tant mieux, le thème de l'amitié, il m'inspirait moins. Mais attends, on ne sait pas, on va tirer le troisième fois le dé. Mais j'ai quand même des amis Bien sûr, tout doit s'alimenter et que, comme pour tout dans la vie, je pense que l'amitié que j'ai avec eux, c'est cet amour philae, mais qui est non conditionné, mais pas du tout. On a pu se disputer, il y en a un avec qui on ne s'est plus parlé pendant presque 10 ans, mais c'était là, quoi. Et puis moi, j'ai rien lâché parce qu'il était dans mon cœur et j'ai continué pendant cette période-là. Et puis au final, on s'est revus. Donc c'est cet amour-là, cet amour non conditionné, il est vraiment important. Puis tu peux rencontrer aussi parfois des personnes dans ta vie sentimentale où en 3 secondes, tu sais que c'est ça. Ça, cette notion d'amour que tu as, sur les trois définitions, tu l'as toujours eu en toi ou c'est venu avec le temps? Alors là, en fait, tu veux dire quoi? L'amour, le conditionnement, le non conditionnement? Le philae. Alors non, ça c'est purement théorique. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très intuitif, donc je ressens beaucoup les choses. Mais après, j'aime bien mettre des mots sur les choses et leur donner de la couleur. Et du coup, ce sentiment, tu l'as toujours eu en toi? Oui. Tu l'as développé? Oui, non, je crois que le fait d'avoir parlé de Eros, Philae et Agapé, ça c'est parce qu'en fait ce sont des notions philosophiques. Oui, mais c'est intéressant. Voilà, concernant l'amour, c'est une approche assez transversale. Moi, j'ai toujours été un intuitif et j'ai toujours suivi mon intuition. Et donc en fait, quand je donne, j'attends rien parce que ça vient du cœur. C'est comme ça. Et après, forcément, il y a de l'amour, il y a des amours qui sont conditionnés par certaines choses. Mais je crois que le gros problème de la société aujourd'hui, parce que l'amour, c'est l'amour avec un grand A, parce que tu vois, peut-être que quand on pose, on fait un micro-trottoir dans la salle, là, si on ouvre la porte là ici, tu parles de l'amour et les gens ils vont te parler, ah ouais, moi je l'aime, mon mari, ou je les aime. Oui, mais ça peut être de l'amour universel mais en fait, aussi. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de très universel. Je pense que c'est notre élan vital à tous, ce qui devrait tous nous unifier. Et en fait, tu te dis, mais c'est tellement simple, et pourquoi les gens ne comprennent pas? Mais je pense que... Et alors, à ton avis? Parce que c'est ce conditionnement, et il y a un gros travail de projection. En fait, les gens confondent l'amour et la projection égotique. Pourquoi la majorité aujourd'hui, je pense, beaucoup en tout cas de relations amoureuses ou même de relations amicales peuvent mal finir, tout simplement parce qu'on projette un manque sur l'autre. On a une attente. Tu vois, c'est pour ça que putain, le coup de foudre, mais le coup de foudre, comme tu le vois dans les films, parfois, c'est juste, je pense, une forte impulsion. Tu peux avoir de l'attirance physique, ça peut être chimique, mais il peut aussi avoir une forte projection sur l'autre de certaines attentes, ou comme par hasard, plus l'horloge biologique avance, et plus le coup de foudre, il est rapide, sauf que ça veut juste dire qu'on projette sur l'autre certaines choses. Mais ça, il y a un film, je crois, qui dure, l'amour dure 3 ans. Non, l'amour, il est éternel, l'amour inconditionnel. Mais l'amour conditionné,
Oui, parce qu'en fait, le moment où tu as compris que tu attendais de l'autre, ou les projections que tu as sur l'autre, ou qui ne correspondent pas à l'image que tu avais dessinée de lui, tu es déçu et ça finit... En rupture. Voilà, donc je pense vraiment que si tu veux me faire parler de l'amour, je pense que c'est notre moteur de vie, c'est notre élan vital, c'est ce qui doit tous nous pousser, cette espèce d'amour assez universel. Et après, il ne faut pas confondre voilà, les amours conditionnés où on attend quelque chose, clairement, en amitié, et le véritable amour où tu donnes juste sans rien attendre. Quoi. On se fait la troisième. Allez. On va voir. Si tu tires 3, c'est l'amitié, je te le dis tout de suite. C'est pas grave. Vas-y. 1, l'amour, on retire. Alors, on va... 4, la famille. Allez. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi? Alors la famille, c'est un sujet, c'est un vaste sujet, encore une fois, parce qu'en fait, tous tes sujets, ce sont des sujets sur lesquels on pourrait écrire des pages et des pages. Et puis entre la théorie et la pratique, de toute façon, je vais te parler du cœur et de ma famille. Tu vois, je ne vais pas te faire une thèse sur la famille au sens large du terme. La famille, c'est beaucoup de choses parce qu'en fait, je te disais tout à l'heure que pour moi, une des choses que j'essayais de développer toujours dans la vie, et le message que je disais à mes filles, je crois que c'est ce que je leur ai le plus dit, c'est toujours de choisir et ne subis pas. Sauf qu'il y a bien un truc qu'on peut subir, pas forcément, mais subir, c'est sa famille. Ouais. Et on ne choisit pas sa famille, virgule, mais on choisit ses familles. On choisit ses amis, pardon. Donc, effectivement, on peut faire même un lien famille-ami. Je n'ai pas tiré le 3, mais presque. On a fait 3,5 là, parce que c'est proche. Et tu vois, en aparté, si j'avais dû partir sur les amis, je t'aurais dit que les amis, c'était une extension de ta famille. Une famille de cœur. C'était une extension de ta famille. D'ailleurs, pour moi, ça a du sens. Et dans les amis dont je te parlais tout à l'heure, parce que je t'ai parlé deux amis d'enfance. Enfin, plus, oui, des amis d'enfance, il y en a 2. Après, d'amis de très longue date, il y en a 2 autres aussi qui sont importants. Et je suis le parrain pour chacun d'eux, en tout cas pour certains de leurs enfants, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'extension de la famille, quoi. C'est à la limite choisir un parrain ou une marraine qui sont déjà tes frères et sœurs, ça a moins de sens. C'est qu'en fait, on crée une famille. Bon, c'est important. Et la famille, pour moi, les valeurs de la famille, c'est d'abord l'amour, quoi, la première valeur familiale. Il peut y avoir des tempêtes, on peut tout avoir. Hein. Moi, j'ai une vie familiale qui a été riche, qui a parfois été chaotique, mais le lien commun de tout ça, encore une fois, c'est l'amour. Et l'amour inconditionnel, parce que j'attends rien d'eux. J'attends rien. C'est juste du bonus parce qu'ils sont là. Et il m'apporte beaucoup. Donc l'amour, je pense que l'amour dans une famille, c'est le ciment. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et si tu n'éduques pas tes enfants dans cette... Après, l'amour, on peut plus ou moins bien l'exprimer, hein, mais... Toi, tu l'exprimes comment? Parfois par l'excès. C'est-à-dire? Parce que je suis un passionné. Comment j'exprime parce que j'essaie déjà d'être présent. J'ai été moins présent pour le premier, je le suis plus pour le second, en tout cas concernant mes fils, et dans ma vie familiale de toute façon de la même façon. Donc je pense qu'il y a une présence, et puis je leur dis à mes fils, je t'aime. Je t'aime. Alors paradoxalement, je leur dis beaucoup. Alors quand on prend la famille, on peut l'étendre, hein, parce qu'évidemment, moi j'ai un père qui est toujours présent. J'ai une mère qui me reproche de ne pas lui dire assez que je l'aime. Donc paradoxalement, je le dis beaucoup à mes fils. Et moi, alors c'est peut-être le syndrome du garçon, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à le dire à ma mère. Et tes parents te le disaient? Mon père, jamais. Il n'a jamais rien dit de toute façon, globalement. Mais on le sent hein, quand même quand quelqu'un vous aime. Et ma mère, oui. Ouais, ma mère, fait partie des générations aussi qui étaient peut-être moins. Oui, c'est ça, qui était un peu plus pudique, un peu moins ouverte. Ouais, c'est ça. Donc je pense que dans les valeurs familiales, il y a l'amour, la sincérité, et il faut poser les trucs entre nous, quoi. Faut être sincère et il faut se dire les choses. La pire des choses qui puissent arriver, c'est le ressentiment. Si tu dis pas les choses, tu commences à avoir du ressentiment dans une famille, une espèce de rancœur. C'est là où les couches et les strates s'accumulent. Ouais, c'est ça. Donc il faut dire quoi. Faut dire. Et justement, protégé par cette forme d'amour inconditionnel où on peut tous dire quoi. Est-ce que les repas sont importants, sont un moment de partage important pour vous? Oui, un peu à l'inverse des autres familles peut-être, parce que pendant longtemps, forcément, hein, j'ai un peu donné le tempo quand même des repas de la famille, que rarement chez moi avant, 20h30 c'était tôt, mais voir 21h, 21h30, voilà. Avec le grand, en tout cas, j'ai pas vraiment de souvenir de repas. Avec le petit...
un peu plus, mais en fait, nous, ce qui est important, c'est le petit déjeuner. Ah. Je suis un fan absolu du petit déjeuner. Depuis toujours, le petit déjeuner, c'est tellement un bon moment dans la journée. C'est déjà le moment où personne ne te fait chier. Non, globalement, tu arrives, c'est La le journée matin, commence. c'est tranquille, t'as pas la charge de la journée sur les épaules. Et moi, en tout cas, en plus, c'est ce moment où je me lève plus tôt que les autres. Et c'est ce moment où je me pose et je prépare pour tout le monde. Et c'est un moment où on partage, même si on n'a pas 3000 trucs à se dire, mais on est ensemble, on partage, on se dit des choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de se dire la veille parce que t'es arrivé, j'étais fatigué, tout le monde était fatigué. Voilà, donc ouais, le petit déjeuner, c'est important. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. La chose la plus courageuse que j'ai faite est... La chose la plus courageuse que j'ai faite, et waouh, elle est difficile cette question. En fait, je répondrai au niveau macro et au niveau micro. Vas-y. Je dirais qu'au niveau macro, pour moi, la chose la plus courageuse que j'ai faite, c'est d'exploser le moule dans lequel on m'avait formaté. J'ai attendu 33 ans, 32 ans, 33 ans pour l'exploser. Et là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Et alors après, on ne dévoile pas qui je suis, mais ce que je suis, je pense, c'est en partie... J'aime bien l'astrologie. Attention, je ne lis pas le matin Amour, gloire et beauté, savoir comment ça va se passer au petit-déj, non pas du tout. Mais l'astrologie, ça influence, il y a une influence des planètes. Moi, je fais du surf, des mers, du kitesurf. Parfois, quand je voyage dans certains pays, les marées, on les regarde 4 fois par jour pour savoir comment on va pouvoir aller surfer. Donc, globalement, il y a clairement un impact. Et donc, l'astrologie, pour moi, il y a un impact sur ce qu'on est. Et je suis bélier, ascendant bélier. Donc, globalement, je ne sais pas faire à moitié. Ou je suis on, ou je suis off. Okay. Même si, dans la discussion, je suis le premier à prôner la pondération. Et je pense que dans la vie, la pondération, c'est la définition même de la vertu. Et c'est ce qu'on doit essayer de développer. Mais dans l'action, je suis on ou je suis off. Et donc, j'ai pas su à ce moment de ma vie faire à moitié. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai pas pris comme une assiette que tu vas jeter par terre pour la casser, parce que j'arrivais à la fin d'une très longue formation qui était donc le début de mon activité libérale. C'était juste parfait. Il n'y avait pas trop besoin d'être changé. Par contre, ce qui a besoin d'être changé, c'est la façon dont j'allais exercer, parce qu'on m'avait mis certaines pressions. On me voyait comme ci, on me voyait comme ça. Ben non, en fait, je vais l'exercer, mais pas comme vous me le demandez vous, mais comme j'en ai envie moi. C'est quoi, pression familiale? Oui, en fait, c'était juste les projections. Je viens d'une famille, mon père est une famille plutôt aisée, ma mère, mes grands-parents sont pieds noirs, hein, et donc ils ont immigré d'Algérie. Ma mère, elle avait 10 ou 11 ans, ils étaient charcutiers, après ils ont eu des commerces ici à Marseille, mais globalement, voilà, mon grand-père, qui est une des personnes que j'ai le plus aimé de ma vie, projetait sur moi tout ce qu'il voyait, qu'on pouvait atteindre en tout cas de plus haut dans ce qui est dans ma profession, et donc tu seras au sommet. Et donc en fait, non, je voulais juste être moi-même, et je pense que voilà, je l'ai très bien exercé dans une activité libérale ces 20 dernières années. Donc il y a ça, j'ai bougé des lignes de vie parce que j'étais marié, j'ai bougé ces lignes de vie là aussi. Et en fait, j'ai dit voilà, maintenant, ça a été long, hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après, savoir qui on est, comment on est, je suis passé par différentes phases. Ce qui est sûr, c'est que la religion, je l'ai prise, je l'ai froissée, je l'ai mise à la poubelle, qui est pour moi quelque chose de très limitant en fait au final et a posteriori. Donc tout ça, parce qu'en fait on est élevé dans la peur, dans la religion, la peur de ça nous permet pas de magnifier ce qu'on est vraiment, parce qu'en fait ce qu'on est vraiment, on doit être notre seul juge, et quand en permanence tu as une espèce de peur de la punition, tu peux pas t'aligner en fait. Donc l'alignement, je pense, il n'est pas possible dans cette voie-là. Donc j'ai tout pris, j'ai tout jeté à la poubelle, et j'ai cherché globalement, je me suis retrouvé après petit à petit j'ai lu un jour de la philosophie bouddhiste. Dans le bouddhisme, je pense que tout est dit parce que c'est immanent comme philosophie, et je me suis retrouvé dans ces principes-là, et en fait au final, que tu retrouves dans les principes de telle philosophie, puis après je me suis ouvert à la philosophie, je me suis ouvert à plein de choses. Voilà, donc pour moi la chose la plus courageuse que j'ai faite dans ma vie au niveau macro, c'est oser casser le moule qu'on avait préparé pour le petit... Je te mettrai un bip. Le petit Mon prénom commence par N pour le petit et devenir, et ça a été long, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça a pris presque 20 ans, parce que ça n'a rien à voir avec mon parcours professionnel, là, c'est un hasard que ça arrive comme ça, mais je pense que j'arrive aujourd'hui à la fin de ce parcours-là et de cette étape, et je sais vraiment qui je suis, c'est pour ça que je peux te dire que je suis parfaitement aligné. Après, au niveau micro, je fais tous les jours, je trouve, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je fais du sport. Quand je fais du sport, je ne vais pas le faire de façon tiède, je vais le faire de façon courageuse et à fond. Et mon métier demande aussi du courage, parce que j'ai de lourdes responsabilités, donc un peu au quotidien. Puis je pense que la deuxième chose la plus courageuse que j'ai faite, je t'ai raconté le début
début à la trentaine et aujourd'hui à la cinquantaine, oser faire la bascule que je vais faire de toute façon parce que ça a été un ensemble de paramètres que j'ai, on va dire, synchronisé. Et parce que je pense que pour beaucoup de gens, en fait, on me dit ah, c'est super et tout, ah, tu vas t'arrêter. Alors les gens voient qu'un truc, c'est tu vas t'arrêter de travailler. Non, alors, je ne vais pas m'arrêter de travailler, je vais arrêter ma profession, ce qui n'est pas pareil parce que je ne peux pas, moi, me limiter parce que j'ai beaucoup de sport à une activité purement physique, j'ai besoin d'activité intellectuelle. Mais en fait, ma profession n'a été pour moi que la façon d'exprimer ma sensibilité et ce que je suis. Et mon amour, parce que je pense que j'ai un véritable amour des autres et pour faire ma profession comme je l'ai faite, de toute façon, il le fallait. Je peux aller interviewer tous les gens là, qui sont derrière cette porte ou dans cet établissement et tout le monde te dira à peu près la même chose sur la façon dont je l'ai exercé. Et donc, c'est l'expression d'une sensibilité. Arrêter de l'exprimer de cette façon-là, ça ne veut pas dire arrêter d'exprimer ce que je suis, je vais juste l'exprimer différemment. Aujourd'hui, je vais laisser un peu le vide se remplir, mais j'ai des propositions, l'écriture aussi est un exutoire important dans lequel je peux exprimer et peut-être influencer certaines choses en toute humilité. Voilà, donc la deuxième chose la plus courageuse, je crois, c'est oser envoyer la bascule que je vais faire. C'est quand même arrêter ce qui m'a défini, en tout cas aux yeux des autres, ces 30 dernières années. Ok. La santé. Qu'est-ce que je dois dire sur la santé? Je ne sais pas. Tu me poses la question, je dois continuer ta phrase. Donc c'est ça, la santé. Je dirais une chose, la santé, c'est un don. Être en santé, c'est être en bonne forme, c'est un don. Avoir la santé, c'est un don et pas un dû. Et malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui où pour les gens, c'est un dû. Ouais, je suis en forme. En fait, je suis en forme, c'est normal. Et dès qu'on est malade, dès qu'il y a un problème, c'est pas normal. Quand tu te fais traiter par un médecin, ah non, mais c'est pas possible, il a dû faire une connerie. Il y a toujours un petit peu de suspicion parce que c'est pas normal. J'étais pas malade avant et là je le suis. Ouais, oui, mais avant d'être malade, on n'est pas malade. Donc je pense qu'il faut vivre sa vie avec gratitude parce que la santé, c'est quelque chose de fragile. C'est un don et il faut l'entretenir. Et pour moi, ça va de pair avec quand même une certaine hygiène de vie qui demande peut-être un petit peu de discipline, mais globalement, je pense que la préserver, et je le vois d'autant plus à la cinquantaine aujourd'hui. À 30 ans, c'est facile de flamber par les deux bouts. Tu dors pas de la nuit, tu fais la fête, tu reprends le lendemain. Bon, aujourd'hui, les fois où je dors peu la nuit, je le ressens. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a ce que tu mets qui passe dans ta bouche et dans ton système digestif. Il va un petit peu te définir. Si tu penses mal, tu vas vivre mal. C'est pareil, si tu manges mal, tu vas vivre mal. Donc, je pense que ouais, ça s'exprime un petit peu comme ça. La santé, c'est quelque chose de fragile et il faut en avoir conscience. Allez, je t'en fais une dernière, ma plus grande source d'inspiration. Ma plus grande source d'inspiration, alors je respecte beaucoup de monde, vraiment, parce que moi, en fait, pour moi, le respect passe par le biais de l'action. On se définit par nos actions. Trop de gens, en fait, parlent, espèce de brouhaha permanent. Et pour ça, je suis assez sévère, parce que, en fait, tu peux parler ce que tu veux. Je le dis à mon grand, avec qui on est un peu en conflit, là, parfois, actuellement. Tu peux parler ce que tu veux, tu peux m'expliquer ce que tu veux, c'est tes actions qui vont te définir. Donc, arrête d'expliquer à tout le monde comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Et globalement, acte, quoi. Donc, moi, il y a quelques personnes qui m'ont marqué. En tout cas, les maîtres, il y a 2 maîtres qui m'ont formé, et on appelle ça maître, qui ont été une grande source d'inspiration. Et j'ai continué à travailler, en tout cas, avec la dynamique qu'ils m'ont inculquée, qui était une dynamique de travail, mais voilà, avec un grand T et de rigueur. Dans mes sources d'inspiration, il y a quelqu'un de simple et en même temps entier, qui est mon beau-père. Mon beau-père, je pense qu'il serait heureux d'entendre ça, mais c'est un Sicilien qui a presque 4 ans. Et globalement, c'est une source d'inspiration parce qu'il est un peu brutal comme peuvent l'être les Siciliens. Il est arrivé en France, il avait 13 ans, il ne parlait pas français, il a travaillé sur des chantiers. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est d'y aller. C'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins bien, mais diffusé l'amour autour de lui et de ses filles, et avec une rigueur de travail, avec une constance, avec une discipline qui fait que, certes, il a beaucoup de zones d'ombre, comme on en a tous, mais voilà. Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, de qui je peux m'inspirer d'une certaine exemplarité, quoi. Les gens qui m'ont le plus inspiré sont tous morts. Il y a beaucoup de grands sages de qui j'ai lu les textes depuis des millénaires. Mais voilà, mes principales sources en tant que personne, c'est ça. Après, je dirais c'est très intuitif, l'inspiration. Comme j'écoute souvent mon intuition, je dirais que je suis, et en toute humilité, sans qu'il y ait de quiproquo, je suis une source d'inspiration pour moi-même, dans le sens où, comme j'essaie de ne pas être bloqué par mes peurs et de ne pas être limité, on devrait tous d'ailleurs être une source d'inspiration pour nous-mêmes, parce que
on n'a pas forcément besoin de se paramétrer aux autres. C'est bien, il y a une exemplarité qu'on peut suivre en regardant les autres, mais en fait, si on sait s'écouter, je crois que c'est Nietzsche, hein, le philosophe, quand il parle de l'élan vital et des passions joyeuses, pour Nietzsche, il y a un principe qui est le principe du surhomme, hein, qu'il exprime là dans son bout, Ainsi parlait Zarathustra. Et en fait, ce principe du surhomme, c'est savoir exprimer son élan vital, parce qu'en fait, pour lui, l'intuition, c'est extrêmement important. Si on doit démontrer quelque chose, en fait, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, les choses les plus importantes, on les connaît intuitivement. Et donc, en fait, si on ressent en nous intuitivement ce qu'on doit faire, ça doit être une grande source d'inspiration et c'est des choses qui doivent nous élever. Donc voilà, il ne faut pas interpréter mes propos comme déplacés, mais je pense qu'on devrait être, chacun de nous-mêmes, aussi un peu une source d'inspiration pour nous. Je vais te poser la question de mon dernier invité. Fais-tu confiance à la vie ? Ah oui, ouais. Je fais totalement confiance à la vie. Et je pense que ça fait... D'ailleurs, je ne pourrais pas dire, ce serait un non-sens de dire à l'instant, ou alors tu as fait exprès de me poser cette question, mais ce serait un non-sens de dire je suis intuitif et je ne fais pas confiance à la vie. Je fais super confiance à la vie. Pour moi, en fait, et oui, je fais confiance à la vie... parce que j'ai vu que dans certains de tes épisodes, il y en a un qui a appelé ça le verre à moitié plein. Exactement. Moi, je dis toujours que dans la vie, de toute façon, enfin, je pense, c'est pas que je le dis, c'est que je pense intimement que dans la vie, il y a les gens pour qui rien n'est un problème jusqu'à ce que tu leur prouves qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, on s'adaptera, on fait au fil de l'eau. Et après, malheureusement, il y a les gens, et ça, c'est les gens qui choisissent d'être libres. Et puis, il y a ceux pour qui tout est un problème jusqu'à ce que tu leur prouves qu'il n'y a pas de problème. Et là, ils vivent de façon rétractée, un petit peu étriquée, dans une forme de peur. Donc moi, je fais 100% confiance à la vie, quoi. Même parfois, quand tu veux faire du sport dans des pays un peu, si je faisais du kitesurf dans des pays un peu éloignés, j'ai tendance à laisser mes affaires à droite, à gauche. Faire confiance à la vie, ça ne veut pas dire être inconscient, hein. C'est-à-dire suivre, et c'est parce que je suis mon intuition, non mais ça va aller. Si tu as peur de tout, en fait, c'est extrêmement fiche, ça te fiche, quoi. Tu immobilises, et pour moi, la vie, c'est être en action. Et c'est être, du coup, quand tu dis confiant en la vie, c'est laisser ouvert les possibles, ouais. Tout en étant, alors je dirais pas sur tes gardes, mais tout en étant, en faisant attention sur des choses extrêmes. C'est comme... bien sûr, c'est comme ce que je parlais tout à l'heure en fait, de la pondération. Bien évidemment, c'est la différence après qui te fait basculer l'inconscience ou la bêtise. Globalement, de la même façon, moi j'ai toujours vécu de façon passionnée, je suis un passionné, mais je suis un passionné raisonné. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te laisses juste guider par tes passions, tu vas être comme un bateau qui dérive, tu vois, sans gouvernail, et si tu te laisses, si tu es figé par ta raison, tu vas t'emmerder, et tu feras du surplace. Et donc en fait, faire confiance à la vie, c'est faire confiance au possible, et je suis persuadé qu'il y a des tas de possibles qu'on n'appréhende même pas. Et puis la vie jusqu'à maintenant, en plus, si j'avais été échaudé toute ma vie, mais pas du tout, et la vie jusqu'à maintenant m'a prouvé que de rester intuitif et de suivre mes intuitions a toujours été plutôt... je pense que j'ai de bonnes intuitions, donc oui, je fais confiance. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui pique, qui t'énerve ? Je supporte pas qu'on se plaigne. Je supporte pas les gens qui se plaignent et l'immobilisme. Ça Deux choses. Ça m'étonne. Immobilisme et les géniards. Ouais, c'est ça. Oh, ça va pas. Oh, j'ai des trucs. Moi, je me plains jamais, quoi. Et ça, on pourra te le dire de façon confirmée. Et puis alors, si on doit me définir, c'est clairement pas dans l'immobilisme. Au contraire, je suis dans l'action et même trop. Donc, ouais, non, les gens qui font pas, mais ça va avec ce que je te disais. On se définit dans nos actions. Donc, je ne supporte pas les gens qui font pas. Okay. Et puis, se plaindre, c'est le pire, je crois. Mais se plaindre tout le temps ou se plaindre de temps en temps ? Parce que tu peux avoir mal, tu peux être pas bien, tu peux... Non, mais pour moi, se plaindre, c'est le côté pathologique de la plainte. On n'a pas, c'est se plaindre de tout. Il fait pas beau, t'as vu aujourd'hui ? C'est pas grave. Alors, ça, par contre, je suis persuadé qu'il fallait être dans l'acceptation. C'est ça. Oh là là, effectivement, oh là là, il y a du vent, oh là là, il pleut, oh là là, je suis fatigué, oh là là, il y a ça, oh là là, mais moi, si tu savais comme... Mais non, quoi, ça fait partie aussi d'un principe de vie qui, pour moi, est extrêmement important. Il y a deux grands principes qui sont l'acceptation et le détachement. Accepter les choses. Et attention, on confond un petit peu souvent accepter, parce que tu vois, les gens parfois avec qui je discute, qui se plaignent souvent, avec qui j'ai pu avoir quelques mots à ce sujet-là, ils me disent « Ouais, mais toi, tu t'en fous, de toute façon, tu t'en fous. » Voilà, tu t'en fous. Mais pas du tout. Je me fous pas de telle ou telle chose. C'est qu'en fait, face à un événement, je vais me laisser traverser par l'événement. Et en plus, je suis un vrai hypersensible. Je suis quelqu'un qui est vraiment exacerbé de la sensibilité. Donc, je vais me faire traverser par cet événement. Mais après, c'est ce que je fais de l'événement que je choisis de... Tu vois ? Et donc, accepter et se détacher des choses, c'est absolument pas se foutre de quoi que ce soit. C'est juste pondérer un petit peu ta réaction. Tu vois, tu me disais, là, effectivement, il fait gris. Mais les nuages sont beaux. Mais effectivement, il fait gris, c'est pas grave. Alors demain, il y aura du soleil, et puis
Et puis il fait gris, tu vois, je l'accepte. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? La question à la con. Alors, je te dis la question à la con parce qu'en fait, toute ma vie, de par ma profession, je fais monter la pression. Ouais, la pression, qu'est-ce que tu fais C'est dans d'autres. C'est dans 3 questions. Non, mais c'est très agréable. J'ai pas vu le temps passer. Je t'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, j'avais un peu préparé le truc, mais en fait, là, je suis sur ma lancée et je vois pas le temps passer. Toute ma vie, en fait, de par mon exposition professionnelle, c'est une question qui m'a taraudé. Je suis déjà quelqu'un qui suis dans l'action, je suis un passionné et donc, du coup, j'ai voulu vivre à un moment donné 1000 vies à la fois parce que je voulais surtout rien regretter. Et ça part dans tous les sens. Alors déjà que dans ma tête, ça a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, mais ça, je le contrôle. Et j'ai compris, passé la trentaine, tu vois, cette période-là, là où j'ai recadré les choses. C'est beaucoup de choses à 30 ans. Ouais, entre 30 et 40, qu'en fait, ça servait à rien de vivre 1000 vies à la fois. C'est comme si on avait commencé 1000 projets sans les terminer. Il valait mieux vivre 1 ou 2 vies, mais bien. Donc pour ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé. Et tu m'as parlé tout à l'heure de la maladie, et effectivement, en tout cas de la santé, donc par opposition à la maladie. Et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc c'est vrai que cette épée de Damoclès fait que ça m'a fait poser beaucoup de questions. Donc si on devait m'annoncer demain que je dois mourir le mois prochain, j'ai accompagné beaucoup de gens sur ce chemin-là dans ma vie et je crois que au final, je changerai pas grand-chose. Alors, je m'excuse là, éventuellement pour cette personne, mais j'ai écouté 2 podcasts, Tout est pour tout, et j'ai dû tomber sur un des podcasts où tu posais cette question-là à un des invités. Et il disait, je réunirai tout le monde en leur disant que je les aime et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, mais si tu as envie de dire aux gens justement, dis que tu les aimes, mais n'attends pas de mourir pour leur dire quoi. C'est ça là, parce qu'en fait, en théorie, je pense qu'en théorie, on devait vivre le titre d'un film ou des trucs, ça fait un peu du truc à l'eau de rose, mais vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais c'est facile à dire, et plein de gens se le disent 3 minutes. Il y a une grande différence entre savoir et connaître. Le savoir, il est théorique, la connaissance, elle est pratique. C'est qu'on peut mourir, le jour où tu le connais, c'est fini, parce que tu es déjà mort. Mais au final, quand tu as été quand même traversé par l'expérience, tu peux avoir conscience des choses. Et moi, de par ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis fortement impacté par cette notion de mort. Et du coup, je pense qu'il faut savoir dire aux gens, même si parfois je ne le dis pas assez à certaines personnes qu'on les aime. Et donc, si je devais mourir demain, j'aimerais pouvoir dire, en fait, peut-être que j'ai 2-3 trucs à reparamétrer, mais de la même façon que ce qu'on m'a dit à mes 50 ans, est-ce que tu changerais quelque chose? Au final, non, parce que c'est pas les 3 derniers jours que je vais faire, que je vais changer quelque chose. Ça a tout changé. Tu vois, non, ça veut dire que j'ai été aligné toute ma vie, si j'ai pas beaucoup de choses. Par contre, j'essaie aujourd'hui, justement, tous ces changements, d'organiser ma vie et cette appétence à la connaissance, que je peux avoir. Et c'est parce que je veux essayer de me préparer au mieux pour le jour J et d'être parfaitement aligné avec moi-même. Ok. On passe au partage de vie. Je te laisse retirer le dé. Je te donne les consignes avant ou après? Je m'en fous comme tu veux. Vas-y, tire le dé alors. Impair. Quel est le moment ou un des moments les plus douloureux que tu as traversé, mais surtout, quelles sont les ressources que tu as mis en œuvre pour le dépasser? Je pense que le moment le plus douloureux, fin fond de mon corps, le fin fond de mon âme, le fin fond de mon cœur que j'ai pu vivre, c'est la perte de mon grand-père et son contexte. Je t'en ai parlé tout à l'heure, là, c'est ce grand-père simple, sicilien. Noir. Non, ça c'est mon beau-père, le sicilien. Excuse-moi. Heureusement, paix à son âme, il n'est pas encore mort. Mais non, mon grand-père, qui était donc pied noir, qui est arrivé à 13 ans. Qui est arrivé à 13 ans, c'est mon beau-père aussi. Aussi, Non, mon grand-père, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a élevé, qui aurait eu 100 ans, là, je crois maintenant, qui est né en 1927 ou un truc comme ça. Il est mort en 2004 et en fait, j'étais à l'étranger. Quand il est mort, j'étais parti pour dans une dynamique professionnelle et je pouvais absolument pas rentrer. Il était malade depuis quelque temps. Je l'avais un peu accompagné dans cette maladie, mais vraiment mon grand-père était très important. S'il y a une personne, bien sûr, beaucoup de gens qui m'entourent ont un amour inconditionnel pour moi, mais s'il y a une personne qui me l'a montré toute sa vie, qui m'a même étouffé à certains moments de cet amour-là, c'est mon grand-père. J'en parle encore avec de la sensibilité dans la voix. Et donc, quand il est mort, j'étais donc à l'étranger et j'ai pas pu revenir pour son enterrement. C'est pas grave parce qu'en fait, au final, j'avais déjà cette notion-là en tête que c'est avant qu'il faut dire les trucs, tu vois, c'est avant qu'il faut savoir dire je t'aime. Alors des choses que j'ai regretté de ne pas lui avoir dit, tout. De toute façon, c'était trop tard. Donc l'accompagner après, je suis pas croyant, donc l'accompagner une dernière fois. Pour moi, quand l'énergie de vie, elle sort de notre corps, c'est terminé, quoi. C'est plus que des cellules en décomposition. Mon grand-père, c'est pas ce corps. Mon grand-père, c'est une âme, c'est une énergie, c'est une vie. Peut-être il s'est dissipé dans l'ensemble, mais toujours est-il que c'était pas tant grave que ça. Mais donc j'étais tout seul, à quelques milliers de kilomètres. Ma famille n'était pas avec moi, j'étais marié, donc à ce moment-là aussi,
avec ma femme, qui n'était pas avec moi, mais mon fils n'était pas avec moi, il avait un petit, le grand maintenant, il avait 3 ans à l'époque. Et donc ça a été pour moi un des moments d'introspection les plus importants. Et je pense très honnêtement, le début de cette bascule qui a été ma catharsis personnelle, passé la trentaine, puisque c'est ça, 2004, j'avais 32 ans à cette époque-là, 33 ans. Et donc je pense qu'il a été en fait ce qui a mis le feu aux poudres au changement que j'ai initié. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et ça a été cette espèce de reset. Je l'ai ressenti jusqu'au fond de moi, cette douleur qui a fait que j'ai voulu partir sur autre chose. Et je crois qu'il est vraiment à l'origine de ce que j'ai initié à ce moment-là. Ok, et comment tu as fait pour le transcender ce moment-là? Quelles ressources j'ai mis en... Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment une forte résilience. Je suis m'adapter à beaucoup de choses dans la vie, je peux m'adapter à tout. Tu t'es laissé traverser par le... Et je me suis laissé, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas refouler. Alors maintenant, je l'exprime par des mots parce que c'est des notions que j'ai beaucoup travaillées et qui me plaisent sur le plan psychologique, mais je pense que de toute façon, déjà intuitivement, je me suis laissé traverser par cette douleur, elle m'a habité et ensuite, j'ai suivi le cours. Mais encore une fois, c'est intuitif. Hein, j'essaie de pas trop raisonner RAI, j'essaie de raisonner RE, tu vois, raisonner aux choses, vibrer aux choses, être intuitif, mais tu peux pas être dans le contrôle mental de tout, et de toute façon, là, quand il y a une telle explosion, je pouvais pas la contrôler. Ok, donc t'étais pas dans le contrôle mental quand ça s'est vraiment produit, parce que là, tu parles avec du recul, ouais. Avec maintenant 20 ans. Non, je me laisse. Mais même à l'époque, tu te laissais traverser. Ouais. Parce que l'intuitivité, je l'ai toujours eue. Après, j'étais beaucoup plus vif que maintenant. Je dis pas que je suis mou. Quand je dis vif, c'est parfois de façon un peu moins contrôlée, parce que passionné, très dans l'action. Mais de toute façon, je pouvais rien faire. J'étais face à moi-même. Et parfois, d'ailleurs, quand on est trop dans l'action, c'est qu'on veut éviter de rester face à soi-même trop. Et je pense que cette période-là, de toute façon, m'a obligé. J'avais rien à faire d'autre. M'a obligé de rester face à moi-même, face à tout ça. Et j'ai un petit peu regardé ma vie droit dans les yeux, alors que jusqu'à maintenant, ma vie, c'était à 300 à l'heure. Et ce moment-là, il m'a obligé, en fait, peut-être, tu vois, a posteriori. Donc, ce que j'ai fait, je me suis laissé traverser par les choses. J'ai pas eu le choix. Okay. Accepté. Merci pour ton retour. Ça va être à ton tour de poser la question au prochain invité. Quelle question? Et du coup, ce sera pour le premier épisode de l'année 2026. 2026. Eh ben, ma question, ce serait et si tu avais quelque chose à changer? Parce qu'en fait, je crois que j'ai drivé l'émission en disant que, en tout cas, la façon dont tu m'as orienté, que on avait toujours le contrôle de ce qu'on pouvait faire et qu'on était dans l'action et qu'être aligné, de toute façon, c'était aligner ses pensées, ses actes. Donc, au prochain invité, j'aimerais que tu lui poses cette question-là. Et si tu avais quelque chose à changer? Ok. Parce que je pense que et si je me le pose tout le temps parce que la vie n'est qu'un prisme. Tu as des lunettes et moi aussi, là, mais on pourrait changer de lunettes et voir les choses en couleur ou à d'autres couleurs ou avec de la teinte. Et donc, notre façon d'être exposé ne se fait qu'au travers de prismes. On parlait d'éducation tout à l'heure, de religion, de ce que tu veux. Et donc, parfois, il suffit juste de changer de prisme dans la vie. Et je suis malheureux de voir aujourd'hui comment les gens, parfois, peuvent être esclaves de la société dans laquelle on évolue, esclaves d'eux-mêmes, et sans s'en rendre compte en plus. Hein. Donc, je me dis, mais comment, tu vois, au niveau, pas au niveau sociétal parce que c'est beaucoup trop ambitieux, mais tu vois, même si le changement il viendra d'en haut et pas d'en bas, mais comment on peut créer cette espèce de petite décharge électrique, tu vois, et si on changeait de prisme, et si on voyait le verre à moitié. Tu vas changer les lunettes pour jusqu'à la fin de l'épisode? C'est ça, je vais prendre tes lunettes, mais je pense que si je prends tes lunettes, je ne verrai pas grand chose. Peut-être moi aussi, mais si tu veux pour la photo, à la fin on change de lunettes. Quel titre tu veux pour notre épisode? Et si, 3 points de suspension. Parce qu'en fait, et si, ça laisse la porte ouverte à tant de possibles. On passe à la dernière question de notre épisode. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de cet épisode. Qui es-tu? Je ne vais pas forcément dévoiler mon nom, mon prénom, j'y tiens pas particulièrement, et puis c'est pas utile. Je vais dévoiler quelle a été ma profession, même si c'est pas elle qui me définit, elle m'a quand même défini aux yeux des autres pendant des années, et elle exprime en tout cas aujourd'hui ce que je suis. Je suis chirurgien digestif avec une forte spécificité et spécialisation en cancérologie. D'où mon rapport à la santé dont tu m'as parlé, d'où mon rapport à la mort, parce que j'ai été extrêmement investi par ma profession, j'ai été formé dans un centre anti-cancer, et me confronter, et puis en plus intuitivement c'est ce que je voulais faire. J'étais formé à Montpellier, et un des maîtres qui m'a formé, donc un des patrons de chirurgie là, du centre anti-cancer de Montpellier, et donc j'ai aimé m'occuper de tout ça pendant toutes ces années, parce que je pense qu'on sait qui on est dans l'adversité, et demain s'il y a une bombe qui explose dans ce bâtiment, les réactions de tout un chacun, ils auront beau t'expliquer ou t'avoir expliqué que dans telle situation il ferait ci, ça ou le reste,
reste, on verra bien comment chacun réagit. Déjà, c'est pour ça qu'il y a l'autre chose que je déteste, c'est les gens qui disent « Ah ben moi, si, je ferai... » Non, tant que tu n'es pas en tout cas confronté à l'expérience, tu ne sais pas. Donc, je pense que de soigner, en tout cas de m'occuper de personnes comme ça qui arrivent dans mon bureau, qui sont assis à ta place là et à qui on annonce des choses difficiles et on les accompagne. Et ma plus grande, en tout cas, satisfaction, c'est quand après des consultations, 3/4 d'heure, 1 heure, où j'ai parlé de choses compliquées, de chirurgie à risque vital, de traitement de chimiothérapie, et ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, je ferme les yeux quand je te parle et j'en vois plus d'un, qui me disent merci docteur, vous m'avez rassuré. Ça veut juste dire que je les ai apportés là où je devais les apporter et avec tout l'amour, et là je te parle d'amour inconditionnel, c'est vrai, avec laquelle je pouvais les apporter. Donc mon métier en fait n'a été que la façon d'exprimer cet amour intense que je ressens au fond de moi vis-à-vis des autres. Et je peux me tirer des larmes, hein, après, a posteriori, hein, mais certaines situations m'émeuvent encore aujourd'hui et je ne suis pas du tout anesthésié par ce qui a été mon métier. Donc mon métier n'a été qu'une façon d'exprimer ce que je suis, mais ce que je suis est aussi impacté par mon métier, c'est un ensemble, tu vois, on ne peut pas nous différencier. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, de par un problème, tu ne m'as pas fait parler de handicap, alors je ne peux pas dire par respect pour les gens qui sont vraiment handicapés, je ne suis pas handicapé, mais j'ai un problème assez conséquent à une épaule et avec une autre qui se décompense actuellement. Donc chirurgien digestif, c'est opéré en cilioscopie, les bras à 90, et avec 20 degrés d'adduction sur mon bras droit, je peux pas le mettre à 90, ça, clairement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire un pas de côté par rapport à tout ça. Je vais écrire, en tout cas, ou essayer d'écrire un tome 2. C'est pour ça que je disais en début d'émission que ta présence avait du sens. Un tome 2 pour la suite, avec d'autres choses qui m'animent et dans lesquelles je pourrais exprimer, je le pense et je le sais, cette sensibilité qui m'a animé ces 30 dernières années. Mais je te le souhaite. Ah, mais en tout cas. Ma tête, tu sais, je te disais tout à l'heure, hein, je me demande pas comment. Ma tête, elle est déjà de l'autre côté, donc le corps va suivre. Ok, bah, c'est chouette. Alors normalement, je pose toujours, est-ce que tu as une dernière question? Nanana. En utilisant le prénom. Ah oui, mais tu peux m'appeler par mon prénom, hein, Nicolas. Hein. Donc Nicolas, est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça. Je pense même qu'on a un petit peu dépassé le temps qui nous avait imparti. On a un petit peu dépassé, mais ça fera un dernier épisode de l'année un peu plus long que les autres. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que ça donnera, et peut-être qu'on peut se donner rendez-vous dans 2 ans, c'est un petit peu de temps, mais j'aimerais, c'est pour ça que tous les thèmes là, que tu m'as évoqués sont des thèmes sur lesquels je travaille depuis longtemps, en tout cas en travail personnel, introspectif, mais j'ai écrit des centaines et des centaines de textes aujourd'hui, de pensées en tout cas, que j'aimerais rassembler un peu comme tu rassembles un puzzle, avec des thématiques de toute façon qui sont celles qu'on a évoquées là, et peut-être, pourquoi pas, un jour, arriver à écrire un petit recueil, tu vois, qui pourrait s'appeler « Et si ?» point d'interrogation, et si on changeait de prisme, et si on apprenait à réapprendre. Voilà, ça c'est pour moi, c'est si on apprenait à réapprendre les choses, et si lequel de philosophe, c'est Socrate ou Platon, disait la seule chose dont je suis certain, c'est que je ne sais rien. Donc voilà, si on apprenait, et si on était capable, et si on avait la force de faire un reset pour arriver à voir un peu les choses différemment, peut-être que la société pourrait respirer un peu mieux, mais ça j'ai de gros doutes. Eh bien écoute, merci pour notre échange. Je te souhaite le meilleur du monde pour cette deuxième porte qui va s'ouvrir dès après-demain, si j'ai bien compris. Enfin, après-demain, je me fais opérer en fait. Oui, mais du coup... Je me fais opérer et effectivement, c'est le début d'un nouveau départ. Et pas de mieux de commencer par une opération. Alors pas, si on ne voit pas l'opération de manière physico-physique, mais d'un point de vue un petit peu plus spirituel, c'est une opération, donc c'est une transformation. Bien sûr, puis en plus là, je suis chez moi là. Donc en tout cas, je te souhaite le meilleur. J'ai été ravi de conclure l'année 2025 avec notre épisode. Je vous souhaite à toutes et tous, chers auditeurs, une excellente fin d'année. Je tiens aussi à vous remercier parce que le podcast a démarré il y a un peu plus d'1 an, le 26 novembre 2024. 53 invités sur l'année, une soirée des inconnus qui a eu lieu le 4 décembre, énormément de retours positifs. On a dépassé les dizaines de milliers d'écoutes sur 10 pays différents. La France en premier, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada, certains pays d'Afrique aussi. Donc je tenais tout simplement à vous remercier et je tenais aussi à vous dire que l'intuition que j'avais il y a 1 an de replacer l'humain au sein d'une société qui va de plus en plus vite, où l'IA est de plus en plus présente, je suis sûr et certain que je suis au bon endroit et à la bonne place, que l'humain a toute sa place, qu'il est important de le mettre en avant. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Nicolas, un grand merci à toi pour notre échange. Merci Arnaud, c'était un plaisir vraiment. Et on va changer de lunettes pour la photo, Nicolas, ça te va? De prisme. Ok. Passez de belles fêtes et je vous retrouve dès le 6 janvier prochain. Merci à vous, prenez soin de vous et bon boudin.